Salutations à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans Entretien, votre capsule qui vous permet de parler de toutes questions d'actualité brûlante du pays, mais aussi de questions qui touchent à la vie des populations de la République démocratique du Congo, mais aussi du monde. Ces énième numéro reçoit Yannick Lukusa, président de Agir pour le changement. Bonjour et bienvenue Yannick Lukusa. Bonjour, merci. Vous avez quelles est vos impressions par rapport à cette invitation que Entretien vous a lancée? Ben, ça sera plus une impression basée sur les installations, les nouvelles installations, parce que vous avez une nouvelle adresse. La dernière fois que j'ai été invité, c'était dans l'ancienne adresse. Ben, je pense que on a plus d'espace, on a plus de respiration et plus d'air et une nouvelle énergie, je sens aussi. Donc voilà, les impressions sont plutôt des impressions de surprise agréable. J'ai apprécié le cadre. Et donc, Ok. c'est que des bonnes impressions. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait une espèce de nouvelle énergie dans les collaborateurs et tout ça. Donc voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, d'entrée des jeux, nous aimerions savoir comment se porte le parti Agir pour les changements. Alors, le parti Agir pour le changement se porte bien. Vous savez, nous sommes un nouveau parti de conviction et des débats, comme on le dit. Donc c'est un parti qui se porte bien, qui continue son installation au niveau de la République. Donc presque toutes les provinces actuellement, chaque province est devenue un grand chantier où on est en train de réfléchir sur notre expansion. Donc ça évolue très très bien et comme nous sommes un parti stratégique avec une vision précise de ce qu'on veut faire, donc tout évolue très très bien et nous sommes plutôt ravis des résultats jusqu'à présent. Alors, vous êtes implanté déjà dans combien de provinces sur le 26 qui compte le pays? Très bien, sur le 26 qui compte Le la pays. République, nous sommes effectivement dans 10 provinces et dans les autres, c'est des chantiers qui ne sont pas encore matériellement installés, mais humainement déjà parce qu'il y a des équipes dans les 26 Ok, provinces point focaux. qui réfléchissent déjà, qui prennent des contacts, qui font des consultations. Et donc c'est comme ça que j'ai dit que nous sommes plus que satisfaits des résultats. Dernière question relative au parti. Jeune, président du parti, comment vous faites? Ben, la politique, c'est une question collective, c'est une question participative sinon. La société politique, c'est comme la société civile. C'est-à-dire c'est une organisation des vocations qui réunit les acteurs et les leaders qui ont les ambitions et la vocation de gérer. Et quand ils se mettent ensemble, ils s'organisent. Tout est question de management et de leadership. S'il y a une vision d'abord qui est claire, cohérent et attractif, attractif je veux dire, les acteurs et les leaders se réunissent calmement, tranquillement. C'est le cas de Agir pour le changement et ensemble on essaye de faire évoluer la machine avec, je vais dire, l'engagement et les apports participatifs. C'est vrai que dans tout projet humain, même dans la société civile, c'est toujours un défi, c'est jamais très facile, mais ce sont de bonnes batailles, c'est de bons combats qu'il faut mener dans la vie. Ouais, actualité oblige, on doit parler de la guerre ou attaque, parce que c'est pas une guerre, moi je présume que c'est pas une guerre classique. Les attaques du M23 à l'est de la République, c'est la sécurité, parce que nos populations, la population qui peuple ce coin du pays, continue à subir les attaques du M23. Alors vous, dans quel angle de vue vous êtes en train de percevoir ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Il y a 2 semaines, le parti Agir pour le changement avait convoqué un rassemblement général de l'élite congolaise sur la question de l'Est. Donc le parti, en tant que machine Machine, oui. politique, avait réuni l'élite congolaise venue de toutes les sphères, composée de techniciens, des politiques, des étudiants, de professionnels, etc., des scientifiques, pour essayer de réfléchir dans quelle mesure on pouvait apporter des solutions pérennes, efficaces et durables pour la question. Les tensions, la crise, les revirements à l'Est, c'est le quotidien de la République depuis 1960. Vous voyez, donc c'est très très compliqué et malheureusement, pour certains acteurs, c'est devenu
comme un fonds de commerce pour la visibilité politique, malheureusement, alors qu'il s'agit des vies humaines qui sont engagées et surtout du retard d'un État qui est engagé en même temps que la vie humaine. Parce qu'en tant qu'État, ça veut dire une organisation communautaire qu'on appelle État, nous n'avons pas seulement la vocation de préserver et de sauvegarder la vie, mais également de progresser et d'évoluer communautairement et sur le plan du développement. Et donc les deux aspects se retrouvent piégés parce que simplement, il y a certains acteurs qui malheureusement comprennent la question, mais évitent la grande compréhension à l'opinion nationale parce que simplement, ils utilisent cet état de fait comme un fonds de commerce pour leur visibilité personnelle, comme pour leur visibilité politique et pour leurs intérêts, je vais dire, individuels. Ce qui est complètement, je vais dire, condamnable et inacceptable. Et une énième fois, nous assistons à cette... bon, je dirais à ce terrorisme. Moi, je parlerai plus du terrorisme parce que est-ce que à l'est de la République démocratique du Congo existent des rébellions avec une cause claire et cohérente? Est-ce qu'il y a un seul groupe aujourd'hui sur lequel nous pouvons définir ou isoler une cause défendable d'une rébellion? À mon entendement, non. D'accord? À mon entendement, non. Par contre, ce que nous trouvons à l'Est, ce qui occasionne souvent les tensions, c'est le terrorisme simplement. Des terrorismes observés, entretenus, tissés de toutes pièces par certains acteurs que je doute qu'ils seraient même dans la région, présents physiquement dans la région, et bien pour les intérêts qu'ils connaissent. Vous savez, notre pays a été doté de plusieurs ressources naturelles qui font fonctionner le monde et ne reçoit rien proportionnellement par rapport à toutes ces ressources sur le plan de la fiscalité. Et pourquoi la République ne reçoit rien proportionnellement par rapport à ces ressources? C'est simplement parce qu'il y a le chaos. Les chaos ne permettent pas qu'il y ait comptabilité, comptage, contrôle, tout ce qui va avec, suivi et tout ce que vous voulez. Et donc c'est un grand paradis comme ça qui fait que les choses n'évoluent pas bien. Alors je condamne, mais je ne me limite pas à condamner. Je ne suis pas d'avis, et alors avec la dernière énergie, je ne tolère pas, je n'accepte pas, je ne supporte pas, mais je ne veux pas me limiter à faire des déclarations. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà des faibles déclarations ou des faibles propositions comme « allons faire la guerre à un voisin » ou « allons coupons le relation diplomatique avec un voisin », tout ça. En quoi est-ce que ces propositions ou ces solutions sont pérennes? Combien de fois nous l'avons fait? Nous avons déjà été en guerre avec des voisins dans ce pays. Nous avons déjà eu à couper les relations diplomatiques. Mais une guerre classique, ça peut se comprendre. Mais quand c'est une rébellion nous n'avons jamais par un voisin, je pourrais dire immédiat, c'est là où ça dépite. Je veux dire, après les rébellions, après les terrorismes, après les crises terroristes, moi j'appelle ça comme ça, les différentes crises terroristes que nous avons connues, nous avons quand même eu une période où on était officiellement en guerre avec des voisins. Ça pourrait se comprendre quand c'est officiel. J'ai dit, nous avons déjà eu à être officiellement en guerre avec ces voisins-là. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Lorsque le voisin ne joue pas franc jeu, il vient soutenir la rébellion qui se vit dans votre pays, ça dérange. Je répète, je suis plutôt dans la réflexion de savoir l'opportunité des solutions qui se proposent actuellement. Ok, allez-y. D'accord ? Allez-y. Quelle est l'opportunité des solutions que les amis proposent? Les uns parlent de la déclaration de la guerre, les autres parlent de l'érection d'un mur. Bon, oui, les autres parlent de ça. J'ai vu le message du monsieur Wemba qui m'a envoyé, du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude, qui m'a envoyé personnellement un message pour demander à soutenir une pétition pour l'érection d'un mur. Voilà, il y en a d'autres qui pensent comme cela. Il y a d'autres qui pensent à l'arrêt des relations diplomatiques et tout ça. La question c'est, toutes ces solutions n'ont-elles jamais été proposées, je veux dire exécutées même? Elles ont été exécutées plusieurs fois, à plusieurs reprises. Quel a été le résultat? Aujourd'hui, essayez de voir la question de plus près.
Supposons qu'aujourd'hui, nous allons dans le sens de ces solutions-là et qu'on réussit à en remporter. Ça veut dire, on réussit brillamment à couper les relations, on réussit brillamment à gagner la guerre armée, parce que la guerre que les gens me demandent, c'est la guerre armée, d'accord? On gagne une guerre armée, on rapporte une guerre armée, quoi d'autre? On place un mur. Après, vous êtes sûr que ces solutions-là seront durables? Qu'est-ce que ça va apporter sur le plan de la paix durable, de la sécurité et tout ça? Parce que, par exemple, quand vous faites une guerre, il y a un vaincu, voilà, il y a un vaincu et un vainqueur. D'accord? Les vaincus va peut-être prendre du temps, mais il ne sera pas vaincu dans sa haine et dans sa soif de la vengeance et la jalousie et tout ce que vous voulez. Ça va lui prendre peut-être 30 ans ou 40 ans pour se venger, mais ça va lui prendre quand même ses temps, mais il le fera quand même. Ça veut dire qu'on va léguer encore, une autre fois, un environnement à crise, à la progéniture, à notre progéniture. Un peu ce que nous, on a fait avec nous. Nos aïeux nous ont légué une communauté en crise, en conflit et tout ça, en insécurité. Et nous voulons faire la même chose. Je pense que ce n'est pas responsable. Je pense que ce qui serait responsable, ce serait de voir la question dans sa profondeur. La profondeur de la question, c'est quoi? Quelle est la vraie cause de la guerre en RDC? Alors vous vous êtes posé cette question, laisse-moi vous relancer. Vous avez organisé une conférence et qui a tablé sur cette question. Alors qu'est-ce que vous avez proposé pour solutionner cette guerre qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo depuis belle lurette? Très bien. D'abord, les solutions pérennes ne peuvent être que des solutions de paix, d'harmonie et de collaboration, premièrement. Peu importe les sentiments et les avis des uns et des autres, il n'y a pas de meilleure solution, d'accord, que de solutions de paix d'abord. Nous sommes appelés, peu importe ce qui se passe, à promouvoir et à prioriser le voie de la paix pour résoudre cette question, premièrement. Deuxièmement, nous devons être beaucoup plus intelligents dans la réflexion et la compréhension de la question que être impulsif et réactif aux émotions. Okay. D'accord? Cette question est beaucoup plus profonde qu'on la voit visuellement. La solution, c'est de trouver des solutions de dissuasion efficaces pour parvenir à apporter des réponses efficaces. Ce chaos est confectionné par des acteurs qui ne sont pas dans la région. Les ennemis, les vrais ennemis sont ailleurs. Les vrais ennemis, ce n'est pas les voisins, ce n'est pas les communautés locales, ce n'est pas les peuples minoritaires qui sont locales. Non, 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 ce n'est pas tout ça. Tout ce monde-là, c'est soit des voisins, soit des communautés locales, soit des peuples minoritaires, soit des... Mais c'est essentiellement pas eux le problème. Récemment, j'étais en train de discuter avec mon assistant, qui est un ressortissant de l'Est de la République et qui a habité longtemps à l'Est de la République. Alors on était en train de discuter, il me dit, Président, vous savez, chez moi, là-bas, il y a plusieurs communautés qui, par la situation de non-État imposée par la République, se sont vus eux-mêmes s'armer avec des armes létales et trucs pour prendre soin d'eux-mêmes. C'est-à-dire pour protéger la famille, leurs bêtes et tout ça. Ils se sont armés. Ils se sont armés et je vous dis, j'ai été même témoin une fois qu'on a chassé un groupe d'Américains qui étaient venus illégalement exploiter sur notre sol. Et parce qu'on avait les armes, nous les avons chassés. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Maintenant, imaginez autant de communautés locales qui vivent chez nous, dans cette communauté, parce que simplement, il y a absence de l'État. Il y a une situation de non-État. Vous voyez? Parce que par endroits, dans cette République, on pose des actes d'État sans être un État. Donc, l'organisation de l'État n'est pas complètement achevée. Ce qui fait que, par absence de l'État, les gens se prennent en charge d'une manière ou d'une autre. Et imaginez un peu, un peuple local qui s'est armé, qui a une situation avec un autre peuple au niveau local. Ça veut dire que quand ils vont se battre, ils vont utiliser des armes. Quelle est la communication qui sera faite à ce moment-là de ces conflits-là? Est-ce une rébellion? Est-ce un terrorisme? Est-ce une guerre? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la vraie solution, c'est pouvoir être en mesure d'abord de rendre le pays réellement État à tous les niveaux. Être en situation d'État, être un État. Que le pouvoir de l'État soit présent et effectif 24 heures sur 24 et sur toute l'étendue de la République.
Ça, c'est le premier défi à relever. Et ça, ce n'est pas un problème du voisin. Ce n'est pas un problème du peuple local. Ça, c'est la cuisine interne. Non, je n'ai pas dit la cuisine interne. Je dis ça, c'est une responsabilité du leadership politique. C'est au leadership politique de pouvoir être en mesure de placer l'État partout où l'État ne se trouve pas. Okay. Parce que déjà, par le simple fait d'être un État partout, on est en mesure, le peuple local n'aura pas, la communauté locale, je veux dire, n'auront pas besoin de s'armer. Un groupe d'autodéfense. Ou de s'armer eux-mêmes pour, je ne sais pas si vous comprenez. Vous imaginez, vous prenez vos armes vous-même à la maison aujourd'hui. Justement, pour se créer un groupe d'autodéfense. Par exemple, voilà. Ça veut dire que si déjà on arrive rien que résoudre cette question, ce n'est pas les voisins. Est-ce qu'il y a un voisin qui nous a interdit de devenir un État? D'avoir une stratégie en leadership politique, un management en logistique qui nous permet d'être vraiment un État réellement avec une logistique et une présence humaine partout. Est-ce qu'il y a un seul voisin qui nous interdit ça? Non, mais monsieur Loukoussa, mais alors la manière dont Kinshasa est en train de gérer cette affaire, vous croyez que c'est bien ou bien ils sont en train de faire, comme vous l'avez dit, la même répéter la même solution sur un problème qu'on n'a pas pu résoudre par le passé par la même je pense simplement qu'il n'y a pas un leadership adéquat par rapport à cette question. Jusqu'à ce jour, je pense que parmi les faiblesses liées à la gestion de cette réalité de l'Est, une de grandes faiblesses, c'est le leadership politique adapté pour cette question-là. Il faut une stratégie propre à la question. Vous comprenez? Nous devons apporter des réponses de dissuasion qui ramèneront Ce n'est pas l'érection d'un mur qui va interdire à ce que le mur soit cassé ou escaladé. Donc soit on doit faire à la Otto von Bismarck qui dit la diplomatie sans les armes est une musique sans instrument. Je dis on doit s'armer. Les meilleures solutions sont les solutions de paix. Ça, c'est la première. Mais la paix sans les armes, ça ne marche pas. Mais maintenant, le deuxième groupe de solutions, parce que le deuxième groupe de solutions, je veux dire, c'est les solutions liées au leadership politique liées à cette question. Il faut un leadership politique avec une stratégie propre pour cette question. Et à ce jour, ce n'est pas fait. D'accord? Troisièmement, il faut qu'il y ait l'autorité de l'État sur l'étendue de la République. Et ça, ce n'est pas les voisins ou les amis qui nous interdisent ça. C'est aussi une défaillance du leadership politique. Nous devons avoir un leadership politique qui nous permette d'être logistiquement, humainement, judiciairement, législativement présent sur toute l'étendue de la République. Présent 24 heures sur 24 sur les 2 345 km², 1000 km². 24 heures sur 24. Ça veut dire pas attendre, ça dit une crise se produit ici pour que le premier policier y arrive, attendre 2 jours. Le lendemain matin. Non. Et ça, ce n'est pas un voisin qui nous interdit. Ce n'est pas une communauté internationale qui nous interdit. Ça, c'est le propre du leadership politique local avec une stratégie managériale propre pour la logistique, la ressource humaine et tout ce qu'il faut. Donc, cette question-là va se résoudre avec ces prérogatives-là. Ce n'est pas en faisant des déclarations, ce n'est pas en animant la haine, ce n'est pas en faisant la promotion de la haine. Non, la marche et tout ce que tu dis là, ça s'appelle la mobilisation nationale des dénonciations. Ça peut être un élément de sensibilisation pour sensibiliser soit le leadership politique ou la communauté internationale. Parce que vous savez, nous pensons être, quand je dis nous, je parle de tous les États de la planète. Nous pensons peut-être être indépendants, mais l'indépendance des États est morte depuis 1945. Après la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1947 pour être clair. Parce qu'en fait, avec les Nations Unies, tous les États dépendent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes des organisations dépendantes du Conseil des Nations Unies. Ce qui veut dire que comme sujet dépendant du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est important parfois quand on trouve qu'il y a de l'injustice au niveau de la maison, on fait un mouvement national de dénonciation pour sensibiliser ce Conseil de sécurité des Nations Unies qui est le responsable, qui dicte sa volonté sur tout le monde parce que nous sommes dépendants du Conseil de sécurité. Alors, dernière question par rapport à ce que nous sommes en train de faire par rapport à cette guerre de l'Est. Hier, le chef de l'État on a organisé un conseil de défense, un conseil supérieur de défense sous la guidance du chef de l'État. Alors, il s'est accouché une batterie de mesures, notamment celles liées
à la rupture, je ne parle pas de la rupture, mais je voulais dire que l'on puisse sursoir maintenant tout ce que nous avions comme, je pourrais dire, alliance avec le Rwanda, notamment sur le plan diplomatique, tout ce que nous avions comme engagement et tout ce qui va avec. Alors vous ne trouvez pas que c'est une mesure qui puisse nous aider à faire fléchir un peu le Rwanda? Chercher à fléchir un voisin, quelle est la solution? On n'a pas besoin de chercher à fléchir. Le Rwanda, c'est un voisin comme l'Angola, comme le Congo-Brazzaville, comme le Centrafrique. C'est un voisin, ça demeurera, ça restera un voisin jusqu'à la fin de temps. Nous n'avons pas intérêt à compromettre définitivement nos relations avec un voisin. Il y a des problèmes, il y a des complications. C'est vrai, ça reste un voisin et ça le restera. Je ne vois pas quelle est la solution de venir d'abord parler des préconisations pour mettre fin à une crise, entre guillemets comme actuellement, d'en parler à la télé. Moi, je ne vois pas la pertinence. Parce que le contexte est différent. Je ne sais pas si vous comprenez. Chaque guerre a ses propres méthodes. Chaque conflit, pour notre part, c'est plus un conflit. Parce que dans ce conflit, il s'avère qu'il y a des acteurs, comme je vous ai dit, qui ne sont pas dans la région, qui essaient de manipuler tout le monde. Nous manipuler nos voisins, manipuler les autres acteurs pour qu'on s'entremêle entre nous, on va s'en mêler les pattes et tout ça. Mais tout ça, c'est stratégique. Ils savent ce qu'ils font. Nous devons être dissuasifs. Ça veut dire d'abord, on doit être suffisamment intelligent pour comprendre la question au même niveau que ceux qui les provoquent. D'accord? Et s'il y a au Conseil de sécurité, je pense, vu la réalité actuelle, je ne trouve pas la pertinence d'en parler à la télé d'abord, ou à la radio. Je pense que s'il y a des préconisations, on l'observe, on peut juste dire, voilà, pour des questions de sûreté nationale, une réunion s'est tenue, mais on se réserve de tout commentaire. On se réserve de tout commentaire. On se réserve de tout commentaire et puis on applique les solutions. Mais ça, c'est une communication officielle. C'est le ministre de communication. Je n'ai pas trouvé pertinent cette orientation de choses. C'est ce que j'essaie de dire. Je n'ai pas trouvé, moi, personnellement, pertinent cette orientation de choses. Si on veut faire du populisme ou je ne sais pas moi quoi, de la communication politique ou de la visibilité, il faut le faire sur d'autres questions. Parce qu'il y a des questions qui, malheureusement, engagent pas seulement le pays maintenant, mais pour toutes les générations à venir. La relation avec un voisin, c'est toute la vie de la République. Ce n'est pas ma vie à moi, monsieur Yannick, ou la vie du parti que j'anime, Agir pour le changement, ou la vie du régime actuel. Ça concerne, ça veut dire que c'est une relation de toute la vie de la République. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, le Rwanda est là, il restera toujours là. Voilà, ça veut dire qu'il y a ces questions sur lesquelles on ne peut pas y mettre de la communication ou de la visibilité politique, et encore moins faire du populisme. Je pense qu'il était nécessaire que ces réunions se tiennent. C'est important qu'ils tiennent des réunions pour voir dans quelle mesure avancer avec la question. Mais venir exposer les solutions à la télé, je ne trouve aucunement la pertinence, parce que j'ai l'impression qu'on se carte des vraies questions. Mais on fait un peu à la manière dont les Européens ont fait avec la Russie. On a multiplié les sanctions pour pouvoir faire fléchir Poutine. Très bien, mais maintenant parlons de Poutine. Lui, est-ce qu'il nous dit ce qu'il fait, ou bien il fait ce qu'il a à faire? Vous avez déjà entendu parler des résolutions du Conseil de sécurité de Poutine quand lui aussi s'est réuni? Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des mesures de l'Ukraine en soi? Le président de l'Ukraine vous dire ce qu'il fait après le Conseil de sécurité. Il fait ce qu'il fait. Mais quand il parle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la mobilisation, des dénonciations. Ce qu'il fait, c'est que nous autres ont fait. Pourquoi? Pour sensibiliser la communauté internationale, parce qu'autant un État est dépendant, nous sommes tous dépendants du Conseil de sécurité. Donc il fait sa sensibilisation, parfois à l'endroit du Conseil de sécurité, parfois à l'endroit des amis diplomatiques. Et voilà. Donc ça peut se faire. Oui, notre gouvernement peut faire de la sensibilisation à côté de la population locale ou à côté du peuple, de l'opinion nationale, je veux dire, dans la forme des dénonciations, je suis d'accord. Mais commencer à parler dans ce sens-là, je ne vois pas la pertinence. Venons-en à la question relative à l'invalidation des députés nationaux. Je fais référence aux députés nationaux absentéistes. Il s'agit de 5 députés, Papiniango, Mouchebekwa, Mozitou, pour ne citer que cela. Quel regard vous avez sur cette décision de l'Assemblée nationale? Très bien. Je pense que pour parler de ça, on parle de l'Assemblée nationale. Oui. On parle de l'invalidation. Donc ça veut dire qu'on parle d'une mesure administrative. Alors, est-ce qu'on peut maintenant essayer de voir le bilan politique, judiciaire et exécutif de l'Assemblée nationale depuis 4 ans?
Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a apporté en termes de paix, d'efficacité, de progrès à la République? Parce que c'est ça la première mission de l'Assemblée nationale. À part jouer le réglage politique pour les forces politiques. Mais il y en a eu assez, notamment lorsque lui... Et je repose la question. Vous, en tant que journaliste, dans votre bilan personnel, si on doit citer les grandes lignes, des grandes avancées en termes d'une Assemblée nationale destinée à représenter les peuples, notamment faire la production législative, le loi, en faveur du progrès, de la sécurité et tout ça du peuple, vous comprenez? Oui. Et faire du contrôle, ça veut dire le contrôle parlementaire au niveau du gouvernement, des institutions de l'État et tout ce que vous voulez. Quel est le rapport bilan de cette maison-là les 4 dernières années? Alors quand vous dites ça, qu'est-ce que vous voulez insinuer? C'est-à-dire que je suis en train d'insinuer que c'est aléatoire. J'ai même pas dit assez, j'ai dit c'est aléatoire, c'est du théâtre. Donc, vraiment, c'est tellement aberrant que j'ai même honte de penser qu'il y a des gens qui ont qualité d'être mes parents dans cette assemblée. C'est juste répugnant. Ce qu'ils font là pouvait représenter 5% de leur activité, mais ça ne peut pas représenter 95% de leur activité. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale produit pour la République? Mais quand un député national... Parce que si l'Assemblée nationale était vraiment Assemblée nationale, ça veut dire que ça produisait le résultat qu'on attend de l'Assemblée nationale. Une année après, si on avait 10% de la présence effective de l'État sur la République, le 2 345 000 km², ça veut dire une année après, grâce à leur action, on devait atteindre 15%, 20%, 30% après 5 ans. Et puis on voit que quelque chose a évolué. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Parce que vous allez invalider un candidat qui est 3. La République démocratique du Congo, je vous rappelle... Donc qui est 1 à la fois 3. Comment vous expliquez cela? Quand on va aux élections, à chaque élection, le peuple vote 3 personnes. En fait, l'Assemblée nationale a 1500 élus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Chaque candidat est élu avec 2 autres candidats avec lui. Ils remplissent les mêmes conditions, les mêmes obligations à la CENI. Qui sont ces 2 candidats? Les 2 suppléants. Ah, ok. Donc, chaque élu a un binôme de 2 suppléants. Chaque élu a un binôme de 2 suppléants. Les 3 sont candidats au même degré. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Au regard de la loi, au regard de la CENI, au regard des obligations, au regard de l'administration, les 3 ont le même degré. Au regard de la République, ils battent campagne ensemble. Donc, si vous regardez même dans les fichiers électoraux quand on va voter, tous les 3 sont là. Même quand vous allez voir dans les bureaux de validation des CENI et tout ça, les 3 sont là. Les candidats et ces 2 suppléants. Ils sont tous candidats. Si vous enlevez le premier élément, les 2 éléments sont là. Vous enlevez le deuxième. On ne va jamais supprimer un poste. Ben, on vous entend parler, cette invalidation. Ce n'est pas qu'on m'entende parler. Il ne faut pas son pesant d'or. Ça veut dire qu'en fait, c'est du théâtre, c'est comme je dis, c'est du théâtre. Je ne sais pas à qui ça intéresse. Je ne sais pas quels sont les messages qu'ils essayent de faire passer. Mais je trouve que c'est tellement dilatoire, c'est d'une bassesse. Mais mon Dieu, je me dis, vraiment, c'est pour ça que nous avons élu les gens. C'est-à-dire, on enlève celui qui fait office de même quand on parle de les 2 restants vont continuer à recevoir l'argent. C'est pas qu'ils vont continuer à recevoir l'argent. Réduire ça à la question d'argent, c'est encore insulter la République. Nous avons une forme camérale qui fait que dans la chambre basse, il y ait 500 candidats. C'est 500 sièges. Ce n'est pas nominal. Ce n'est pas un nom qui est là, c'est un siège. Ces sièges-là représentent X nombre de Congolais. Vous comprenez ça? Il ne s'agit pas d'un petit salaire. Ça, vraiment, même si nous qui analysons la question, si on réduit la question au niveau du salaire ou des avantages sociaux, ça veut dire que nous sommes devenus des animaux. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir des animaux, mon frère. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait. Même si on vous posait la question, vous, M. Loukoussa, vous allez postuler, vous ne postulerez pas en 2023. Si vous postulez, tout le monde, l'opinion, c'est que lorsque nous quittons le business, tous les businessmen sont devenus politiques aujourd'hui parce que là-bas, et c'est là où le miel coule, la manne continue à tomber. Mais, je répète encore, même nous, là, quand on se permet d'en parler sur cette approche-là, c'est comme si nous devenons compliqués. Nous ne faisons simplement la réponse. Il s'agit de la loi. Je vais vous dire ce que ça signifie. Nous avons hérité d'un environnement avec des défis énormes. À relever. Nos précédents nous ont légué une communauté
avec des défis énormes. Nous sommes environ 100 millions aujourd'hui. D'accord? Dans les environ 100 millions qui constituent la République, moins de 500 millions auront la possibilité d'aller à l'université les 20 prochaines années. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire que moins de 500 millions auront la possibilité de comprendre le langage qu'on est en train de dire, rien que comprendre ce qu'on dit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pas une Donc blague. le vrai challenge serait d'abord de résoudre ce genre de problème. Le vrai challenge, c'est rendre notre pays un État au niveau de sa grandeur, de sa démographie, de ses défis. Nous devons devenir un État. Et la première institution censée nous apporter la solution pour nous emmener un peu plus vers là chaque jour, c'est l'Assemblée nationale. C'est là où on trouve le plus grand nombre de Congolais censés être des techniciens, sinon des génies, pour apporter des solutions. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont 500, ça veut dire on est 100 millions. On prend 500 d'entre nous, les meilleurs d'entre nous. On va le mettre là-bas. Eux, ils vont trouver des solutions pour nous apporter de la technique nécessaire afin de créer la logistique, les projets, Est-ce que c'est ce qui est fait? Réduire toute une assemblée nationale, réduire tout un parlement de la République pour un seul et unique rôle de jouer les réglages du pouvoir politique. Pensez-vous que quelque part, on est en train de réfléchir comme des êtres humains? On a 2 345 000 km qui est avec nous là. Plus 100 millions d'individus dedans là. Tous les jours, ils sont là. Et nous prenons notre temps, nous engageons même des ressources que nous pouvons avoir, les maigres devises que nous pouvons avoir péniblement pour ce genre de futilité. C'est d'une bassesse. Je pense que même quand on en parle à la télé, on devait avoir honte. On devait avoir honte. Le rôle de cette maison-là n'a jamais été atteint à 3%. Depuis 3 ans, 3%. Jamais atteint. Il faut qu'on se réfléchisse, il faut qu'on se réveille. Surtout nous, la nouvelle génération, il faut qu'on se réveille. Nous n'avons pas à tolérer qu'on nous dise ça. Ça ne doit même pas arriver à nos oreilles. On n'a pas à tolérer qu'ils nous disent ce qu'ils nous disent là. Ah, on a évalué. C'est-à-dire que vous allez quitter la maison pour venir nous raconter ça. Et on vous écoute, on vient débattre sur ça. Réveillons-nous, les amis. Parlons, parce que nous sommes en train de parler Assemblée nationale. La loi électorale venait d'être adoptée au Sénat. Alors vous, vous personnellement en tant que monsieur Luku Sayanik, mais aussi en termes au nom du parti Agir, quelle est votre façon de voir cette nouvelle loi électorale qui est en train qui est adoptée, mais aussi qui est en train de suivre son cheminement jusqu'à arriver au devant du chef de l'État pour sa promulgation? Vous savez, c'est pour ça que j'interpelle vraiment l'élite congolaise. Le parti Agir pour le changement est un peu discriminateur à ce niveau parce que nous voulons capitaliser le résultat. La discrimination positive que nous avons, c'est que notre première cible dans la République, c'est l'élite. Nous pensons que c'est à partir d'elle que les solutions devraient... Vous avez l'impression que l'élite, elle est absente? Vous avez l'impression qu'il y a une élite ici? Vous en avez une impression? Répondez à la question, monsieur. En fait, c'est ça, en fait. C'est toute la question. Voilà. C'est-à-dire que, de la même façon, il y a ce mouvement cette mobilisation nationale des dénonciations pour sensibiliser. Nous pensons aussi que nous avons comme premier rôle de sensibiliser l'élite. Notre élite n'est pas suffisamment consciente. Parce qu'elle est déjà élite, parce qu'elle a déjà des compétences, des informations, une culture, d'accord, des informations qui peuvent lui permettre de faire quelque chose, mais elle n'est pas suffisamment consciente de la question et des implications. Et donc, le premier rôle, c'est de la sensibiliser. Il faut sensibiliser cette élite pour l'engager. Parce que si on sensibilise cette élite et on l'engage suffisamment, je pense qu'on peut arriver à avoir des résultats un peu plus rapidement et beaucoup plus importants. D'accord? C'est ça. Alors, nous sommes contraires, je veux dire, farouchement contre cette nouvelle loi. Loi révisée, mais à un niveau, vous imaginez pas. La République aujourd'hui, bon, ça c'est pas seulement, ce que j'explique maintenant n'est pas simplement les défis de la RDC, mais c'est un défi qui engage ou concerne presque toutes les nouvelles démocraties. Pas le monde, mais les nouvelles démocraties. D'accord? Parce que
l'apprentissage démocratique est un long chemin parsemé de beaucoup de difficultés. Beaucoup de réalités. Voilà. Et donc, les jeunes démocraties ont cette difficulté de dysfonctionnement de faire les rapports entre le pouvoir politique et l'idéologie étatique. Ou alors l'autorité politique et l'idéologie étatique. D'accord? Alors, parce que simplement on a du mal à faire ces rapports-là de manière adéquate, il en sort que c'est difficile d'aligner les acteurs, ça veut dire la pensée maîtresse qui est censée porter le leadership, avec les courants des bases qui définissent ou caractérisent leur vision ou leur programme pour la République. Ailleurs, ça s'est fait dans des démocraties avancées, ça s'est fait beaucoup plus calmement. Vous allez trouver par exemple qu'il y a 5 courants doctrinaux ou idéologiques qui sont respectés naturellement. Si vous n'êtes pas de l'extrême droite, vous êtes de droite. Si vous n'êtes pas de l'extrême gauche, vous êtes de gauche. Ou alors vous êtes du centre. Le centre, c'est en fait tous les courants progressistes. Dans les courants progressistes, on voit les écologistes, les démocrates chrétiens, etc. Tous les nouveaux courants, le républicain, tous les nouveaux courants progressistes qui mélangent un tout petit peu les valeurs de tout le monde se retrouvent dans ce nouveau courant qu'on appelle le centre, le courant du centre, donc le centriste. C'est un peu ça aussi, le courant idéologique du parti Agir pour le changement. D'accord? Alors là-bas, c'est beaucoup plus facile, même quand on va dans les compétitions électorales. Déjà, la pensée scientifique de l'État répartit le combat. Donc la répartition idéologique est faite naturellement, c'est simple. Par contre, chez nous, comme il y a encore dysfonctionnement, c'est difficile de voir les compétiteurs se repartir en ordre idéologique. Il n'y a pas de bloc idéologique dans les nouvelles démocraties. Vous n'allez jamais voir, ça c'est le candidat des socialistes ou des républicains. Vous avez déjà vu ça ici? Non, ça n'existe pas. Et donc, nous souffrions de ces dysfonctionnements depuis le retour de la démocratie en 2006. D'accord? Le retour sur le plan pratique de la démocratie après, entre guillemets, la fin du régime de Mobutu en 1997. D'accord? On a commencé une transition qui a pris fin en 2004. Non, 2006. Parce que la fin de la élections. Voilà, c'est-à-dire que nous étions en transition de 97 en 2006. Donc c'est à partir de 2006 qu'on a vraiment repris une culture démocratique avec des institutions, etc. Donc, depuis le premier pas, ça veut dire que c'était, je crois, en mai ou avril 2006 avec le référendum. Le référendum, c'était en 2005. Février 2006. C'est-à-dire que le premier grand pas, c'était février 2006 avec le référendum. Donc, depuis ces premiers pas-là jusqu'à aujourd'hui, il y a des héritages démocratiques à capitaliser. Nous ne prenons pas que les mauvaises choses. Et parmi les différents héritages, comme la Constitution, les institutions d'appui à la démocratie et tout ça, il y a aussi cette innovation qui a été introduite en 2018, d'accord, qui est le seuil de représentativité, le seuil électoral. Les seuils de représentativité de 1 et de 3%, vous vous rappelez? Oui. Ça veut dire que pour qu'une liste soit comptabilisée, la liste doit d'abord, vu que nous avons 2 345 000 km² et plus de 100 millions de personnes dedans, il faut qu'une liste soit essentiellement présente dans les 26 provinces et puisse réunir au moins 1% de 26 provinces, ça veut dire de l'électorat présent, pour être comptabilisée. C'est l'équité. C'est plus que la justice, c'est l'équité. C'est les sérieux même. Vous comprenez? Parce qu'on marchait comme on marchait, mais quand même, il y avait eu une solution intermédiaire, une innovation, qui avait pu permettre de réguler un tout petit peu la vie politique, surtout les compétitions électorales, pour qu'on ait un peu plus de flexibilité. Donc, et après fait, ça veut dire de 2018 à 2022, le seuil électoral a fait ses preuves. Vous voyez? Aujourd'hui, grâce au seuil électoral, nous avons 6 courants idéologiques, ce n'est pas des courants idéologiques, mais nous avons 6 acteurs précurseurs dans la République qui, eux, font office de 5 courants idéologiques. Donc, le seuil électoral a, entre guillemets, réglé la question, d'accord, en se positionnant un peu comme le repartiteur idéologique par défaut.
à défaut d'avoir des idéologies qui regroupent tout le monde, le seuil a imposé 6 leaders précurseurs, vous le connaissez. Oui. Donc, il y a les 6 leaders précurseurs qui, eux, font office de bloc idéologique. D'accord? Donc, les désordres est un tout petit peu atténué. Ça veut dire que, peu importe les ambitions, peu importe la couleur de la machine, peu importe ce qui va se passer, tout le monde va s'allier derrière les 6 précurseurs pour aller compétir aux élections. Et ça, c'est une avancée, c'est quelque chose à préserver. Mais certaines personnes se sentent outrées parce que lorsque quelqu'un pourrait, en fait, à lui seul, arriver à récolter autant de voix, mais qu'il ne soit pas élu, ce sont des menteurs. Si ces gens-là avaient vraiment l'ancrage, ils n'allaient pas partir dans les machines, ils allaient ils allaient compétir en indépendant. Les indépendants ne sont pas concernés par les seuils de représentativité de 1 et de 3%. Alors le siège, si, c'est une circonscription électorale, c'est le siège, comment? Je dis, les plus forts ont la possibilité de postuler tout seul et gagner en indépendant. S'il ne les fait pas, il n'est pas aussi fort que l'équité les demande. C'est aussi logique, c'est ça. Ce sont des aventuriers. Le simple fait d'avoir eu 12 000 voix, ça ne fait pas de toi le favori de la communauté. D'ailleurs, on va parler de cette question-là. Nous n'avons pas de vrais leaders portés par notre communauté au Congo. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Nous n'en avons pas, aucun. Prenons l'exemple de députés élus. Le meilleur élu, la CENI avait déclaré les meilleurs élus, notamment le président de l'UNC qui faisait partie des meilleurs élus. Vous vous rappelez de son score? Vous vous rappelez de son score? Son score n'avait pas atteint 100 000 votes. Mais dans sa circonscription, il pouvait avoir 100 000 votes. Il n'y avait pas 100 000 personnes qui avaient voté pour lui. Maintenant, essaye de calculer. En 2018, l'électorat était d'environ 58 millions, c'est ça? Environ 58 millions de votes. 1% des 58 millions, c'est combien? C'est à vous de répondre. C'est peut-être 6 fois 100 000 voix. Mais écoutez... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les meilleurs élus de la République sur le plan factuel ne représente rien par rapport à l'électorat réel de la République. Ça signifie simplement que nous n'avons pas de vrais leaders communautaires portés par leur communauté. Nous avons plutôt des anciens acteurs publics qui ont une certaine notoriété. Il est connu parce qu'il était ceci, il est connu parce qu'il était cela, mais ce ne sont pas des vrais leaders portés par leur communauté. Mais qu'est-ce que vous voulez? Notre pays a la stature d'un sous-continent. Les ultra qu'une seule personne ait la capacité d'avoir 600 000 voix. Qu'est-ce que vous voulez? C'est demander de trop, monsieur Lukusa. Je vous dis ceci. Si vous êtes vraiment porté par votre communauté et qu'il y a 600 000 personnes qui se sont enrôlées, prenez au moins 1%. Au moins 1% vous porte. Ça fera vous aurez 100 000 voix. On aurait besoin de vous garder et malheureusement la vérité c'est que oui, nous n'avons pas des vrais leaders portés dans notre communauté. Nous n'en avons pas. C'est ce que je dis à l'élite. Ne vous laissez pas intimider par l'apparence. Ce sont des notoriétés politiques qui ont géré grâce à leur gestion, c'est-à-dire leur nomination. Il était Premier ministre, il était ceci, ils sont connus. Mais ils ne sont pas, et alors nullement, de vrais leaders portés par leur communauté. Ne vous laissez pas... intimider par... Ouais. Alors, dernière question. Le Rassemblement national de l'élite congolaise, c'est une conférence, c'est quelle nature d'événement que vous êtes en train de projeter incessamment là? Très bien. Le samedi 18 juin 2020, à 9h... 2022. À 9h, nous serons à Kobo Hub. C'est un espace de réflexion ici en ville. À Kobo Hub, nous serons là à 9h. Nous allons nous retrouver pour parler de la question liée à la loi électorale, comme je vous ai dit. Ce sera essentiellement, c'est le Rassemblement national de l'élite congolaise pour les élections. Eh bien, notre thématique des bases de ce rassemblement-là, ça sera la loi électorale révisée que nous désapprouvons et ensuite les élections de 2023. Alors, pourquoi nous désapprouvons cette loi électorale? Parce que, premièrement, nous ne sommes pas d'avis qu'on puisse retirer le seuil de représentativité de 1 et 3%. D'accord? Nous pensons que c'est un héritage démocratique à conserver au même titre que les autres héritages que nous protégeons. Nous devons rétablir cela et trouver un moyen de les verrouiller jusqu'au
à voir comment on va progresser et peut-être qu'on changera quand la normalisation va atteindre un certain niveau. Mais pour l'instant, c'est un héritage qu'il faut protéger. Deuxièmement, nous sommes contre le chiffre du seuil de recevabilité qui a été ajouté. Le seuil de recevabilité n'est pas mauvais non plus, mais nous pensons que le chiffre est un peu plus élevé. Donc nous exigeons un rabais de ce seuil de recevabilité à 40 ou 30%. Alors qui sont invités à prendre part à cette messe scientifique? L'élite. Et donc, les acteurs, ça veut dire que les personnes qui vont animer ces rassemblements nationaux, c'est essentiellement les techniciens, les acteurs politiques, l'élite active, les techniciens des différentes machines. Il n'y aura pas de coloration. Nous, on vient des sites de... C'est une question... Il n'y aura pas de bords politiques. Non, pas de bords politiques. Pas de bords politiques. FCC, Union Sacrée, n'importe qui, on va se réunir parce qu'il s'agit d'une question d'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est les élections. Les élections ne portent pas la couleur du régime. Ça ne concerne pas le président Tshisekedi ou le président Kabila ou les autres. C'est les élections. C'est une question d'intérêt général. Ça concerne tout le monde. Nous invitons tout le monde au débat et nous pensons qu'il est temps qu'on puisse faire blocage à cette loi qui est passée de manière un peu fortuite et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et actuellement, ça se trouve au niveau de l'Assemblée, de la commission mixte paritaire. Et nous pensons que c'est à ce niveau-là que les choses devraient être rétablies. Et pour terminer, nous pensons que cette disposition de rendre gratuites les élections de manière masquée, là, et c'est très dangereux. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'actuelle loi révisée, il suffit d'avoir 300 diplômés. Parce que la CENI n'a aucun moyen pour vérifier les diplômes des graduats ou les attestations des de réussite. Non, attestation d'expérience, comment? Expérience des trucs, des services de 5 ans, quelque chose comme ça. Ils n'ont pas de la logistique pour vérifier les vrais et les faux. Ce qui veut dire, la seule chose qu'ils savent vraiment vérifier, c'est les diplômes d'État. Donc ça veut dire, si quelqu'un réunit 300 diplômes d'État et qui s'organise pour avoir 150 diplômes d'État des filles et 150 diplômes d'État des hommes, des garçons, eh bien, il va avoir des élections gratuites. Il ne paye rien, il ne paye pas des cautions électorales. Ça veut dire, et en plus, ce qui est grave, on pouvait mettre d'autres mesures de sécurité, il peut créer son parti à 1 semaine des élections. Même à 4 jours, ça veut dire, si le ministre signe son parti à 4 jours des élections, il vient, il trouve 300 diplômés, 150 diplômés mâles et masculins, 150 diplômés féminins, cet acteur-là va aux élections. Vous imaginez à quel point c'est... Je ne dis pas qu'il faudrait monnayer la compétition électorale, parce que la caution électorale, c'est une réalité des pays à difficulté. Normalement, dans les démocraties avancées, la caution électorale n'existe pas parce que c'est pris en charge par l'État. Mais vu notre contexte à nous, ce sont des équilibres que nous devons conserver pour l'instant, parce que ça nous permet d'avoir un fonctionnement plus ou moins équitable. Parce que nous n'avons pas de fonctionnement équitable, vous savez. Nous n'avons pas encore atteint les niveaux d'un État fonctionnel de manière factuelle. Ok? Donc, il y a ces situations que nous devons stratégiquement conserver, notamment ces genres de mesures, pour ne pas aller taper le fond. Parce que là, avec tous les amis mal intentionnés que je vois déjà en train de se préparer là, on risque de vivre quelque chose de difficile à expliquer en 2023. Vous voyez? Donc, je pense que c'est important qu'on puisse revoir cette question-là. Ce n'est pas que nous voulons surenchérir ou faire payer plus qu'il ne fallait la population nationale, mais à ce niveau, ce n'est pas encore tout le monde qui est en mesure de compétir. Regardez bien. On a pris la communauté aristocrate, disons ça comme ça, de la RDC, peu importe le niveau intellectuel, les compétences, on les a mis à l'Assemblée nationale. Ils sont 500. Où sont les résultats? Ils sont en train de crier dans l'incompétence notoire. Et donc, le plus important, ce n'est pas faire la même chose. D'accord? Il faut vraiment qu'on trouve le moyen de trouver les maximum de filtres, des barrières de sécurité, des garde-fous, pour essayer vraiment, pour la prochaine exercice, d'accord? Le Parlement prochain, ça c'est les défis que tous les Congolais doivent se lancer. Et moi je m'adresse essentiellement à l'élite. Faisons en sorte que 20% seulement des incompétents accèdent à l'Assemblée nationale prochainement. Qu'on ait
Plus ou moins 80% de gens. Ouais, de la crème, De la quoi. crème de crème. Voilà, ça veut dire qu'on considère que nous avons mis nos génies là-bas et notre avenir se jouera avec eux. Merci beaucoup. Nous avions reçu, comme c'est là, pour le compte de l'entretien de ce jour, monsieur Yannick Loukoussa, président national d'Agir pour les changements. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, quant à moi, je vous dis merci. Nous allons le retrouver prochainement avec un nouvel invité pour parler République. Bye, ciao et à la prochaine.